Bonjour à tous. Alors, on va commencer avec la toute première table ronde de la journée, que j'ai l'honneur d'orchestrer aux animés. Et avant tout, je remercie Caroline et Céline pour leur confiance. Nos intervenants de ce matin n'ont pas besoin de présentations dans le monde francophone, mais comme il y a plein d'étrangers qui nous suivent, que ce soit ici ou sur YouTube, je vais les présenter quand même. Et nous avons Jean-François Braunstein, professeur émérite de philosophie à l'Université de Paris en Panthéon-Sorbonne. Nathalie Hennick, sociologue, directrice de recherche émérite au CNRS. Jean-Pierre Lebrun, psychiatre, psychanalyste et vice-président de l'association Lacanienne Internationale. Et Jean-Louis Ranchon, professeur émérite des droits de la famille à l'Université Louvain et à l'Université Saint-Louis de Bruxelles. Donc, nous allons parler des causes identitaires de mutation anthropologique et je pense qu'on va commencer avec Nathalie. Et je mets les timers dans les plus stricts respects du temps. Merci Leonardo, merci à Céline et Caroline pour cette invitation. Je vais en quelques mots, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, essayer de répondre à la question « L'autodétermination est-elle un outil de construction identitaire ?» Et pour cela, je vais m'appuyer d'abord sur mes travaux de sociologie de l'identité, également sur mes travaux en psychosociologie des rapports familiaux, notamment dans le cadre du livre que nous avions publié avec Caroline, Mère-fille, une relation à trois. Et puis, ça va peut-être vous étonner, mais aussi sur mes travaux en sociologie de l'art, vous comprendrez pourquoi. Alors, premièrement, quelques mots sur la notion d'identité, qui est peut-être pas souvent bien comprise. Pour bien la comprendre, il faut comprendre qu'elle n'est pas donnée a priori, mais que c'est la résultante de toute une série de processus. Donc on est à l'opposé de ce qu'on appelle maintenant aujourd'hui l'identitarisme, qui postule une identité essentialisée et préexistante. L'identité, c'est la résultante de tout un ensemble de processus, des processus d'identification, identification par autrui et identification à autrui. Donc, c'est le premier élément. Deuxièmement, il s'ensuit qu'elle est bien évidemment une construction, elle est construite puisqu'elle n'est pas donnée, mais la construction sociale, comme on le dit beaucoup aujourd'hui dans une mode constructiviste, ne signifie pas l'arbitraire. C'est pas parce que c'est socialement construit que c'est arbitraire. Et pourquoi l'identité construite n'est pas arbitraire, c'est qu'elle est fondée sur des prises objectives, c'est-à-dire ce que le réel offre à notre perception. Ces prises peuvent être le corps, le nom, l'état civil. Là, je pense aux prises concernant l'identité sexuée. Et donc, ces prises relèvent de différents domaines. Le domaine de la biologie, avec le sexe et tous les éléments objectifs de sexuation que les biologistes et les médecins connaissent bien. Relève également de la psychologie avec ce qu'on appelle le genre, c'est-à-dire la façon dont on s'identifie plus ou moins ou différemment à un sexe, et relève également du droit, notamment avec cette prise très très objective qui est l'état civil. On a à la naissance un état civil qui nous suit durant toute notre existence. Par ailleurs, il faut savoir que le processus de construction identitaire passe par trois moments essentiels. D'une part, l'auto-perception, c'est-à-dire la façon dont on se perçoit soi-même. Est-ce qu'on se perçoit, par exemple, comme homme ou femme ? D'autre part, la présentation à autrui. Comment est-ce qu'on se présente ? Et enfin, la désignation par autrui, moment qui est très souvent oublié dans les théories de l'identité. Et c'est la mise en cohérence de ces trois moments, autoperception, présentation et désignation, qui fait, disons, le bien-être identitaire, qui fait l'absence de crise d'identité, alors qu'au contraire, il y a crise d'identité dès lors qu'il y a incohérence entre l'un ou l'autre de ces moments. Et en matière d'identité sexuée, on voit bien comment se fait cette question de la crise identitaire. Et donc, la conclusion de cette petite réflexion sur la notion d'identité, c'est que l'identité est un processus fondamentalement interactionnel. On est à l'opposé de ce que Norbert Elias, grand sociologue, appelait l'illusion de l'homo clausus, c'est-à-dire l'homme clos sur lui-même. On est forcément dans quelque chose qui relève d'une interaction. Et par ailleurs, c'est un processus non seulement interactionnel, mais institutionnel, puisque les institutions sont là pour appuyer
ces interactions, des institutions qui peuvent être le droit, avec justement l'état civil dont je parlais, mais qui peuvent être aussi tout simplement le langage, puisque les philosophes ont montré que le langage peut être considéré comme une institution. Ce qui me permet de conclure sur cette question de l'identité, ensuite j'aurai d'autres éléments à vous proposer, que l'idée même d'une autodétermination et notamment d'une autodétermination de sexe, relève d'un délire de toute puissance, d'une forme d'hubris qui n'a absolument aucun sens du point de vue de la réalité de ce que c'est que le rapport à l'identité. Alors, deuxième catégorie de réflexion, cette hubris, ce fantasme de toute puissance, rencontre une tendance, disons, psychosociologique assez générale qui est montée en puissance à partir des années 70, donc dans l'après-68, qui est ce qu'on a appelé le règne de l'enfant roi, avec l'idée qu'il serait normal de permettre à un enfant de penser qu'il est son propre maître, qu'il peut échapper à toute contrainte, que toute forme d'imposition de normes serait une violence à son égard. Bon, on sait tous de quoi relève ce fantasme de l'enfant roi, qui est parti à l'origine d'une préoccupation tout à fait légitime pour éviter la maltraitance, la violence, etc., mais qui aboutit à des effets pervers, notamment cette sorte d'institutionnalisation du fantasme de toute puissance, qui est en plus, qui relève d'un déni de la dimension inconsciente. Cette toute-puissance refuse qu'il y ait une dimension inconsciente, parce que l'inconscient, c'est ce qui échappe à la conscience et donc à la maîtrise. Et donc, on a ce règne de l'enfant roi s'accompagne de ce déni de l'inconscient que l'on retrouve évidemment dans les revendications des transactivistes qui refusent toute forme de traitement psychanalytique. Et puis, on a également ici les effets pervers d'une éducation qui veut échapper aux excès d'autorité, mais tombe du coup dans les excès de permissivité. Et donc on voit comment s'articule ce fantasme d'autodétermination avec le règne de l'enfant roi. Troisième catégorie de réflexion, et là je vais utiliser mon travail sur l'art contemporain, ce que j'ai appelé le paradoxe permissif. Donc j'avais montré à la fin d'un livre intitulé « Le triple jeu de l'art contemporain » comment les institutions de l'art qui autorisent et même encouragent la transgression des frontières, transgression qui est la grammaire spécifique de l'art contemporain. Il n'y a pas d'art contemporain sans une expérience des limites ou une transgression des frontières. Les artistes donc font ces transgressions de tous ordres que je ne vais pas décrire ici, mais les institutions, les musées, etc., qui les entérinent, encouragent cette transgression et la rendent inopérante, puisque dès lors qu'elle est instituée, elle n'est plus une transgression. Et donc poussent les artistes à aller toujours plus loin dans la transgression pour pouvoir rester transgressifs, en dépit de l'accord des institutions, avec donc ce phénomène qui se retourne contre les artistes eux-mêmes en les poussant à la radicalisation. C'est ce que j'avais appelé le paradoxe permissif. Eh bien, c'est typiquement un dispositif pervers, puisqu'il est demandé à l'institution qu'elle reconnaisse et accompagne sa propre mise en cause. On le voit dans toutes sortes d'affaires très amusantes d'artistes qui proposent à titre d'installation de casser les murs du musée qui les accueille, par exemple. Bon, évidemment, le musée qui fait ça participe de ce dispositif pervers. Bon. Et c'est absolument la même chose avec l'idée du sexe assigné à la naissance, dont on sait tous à quel point ces termes mêmes sont une aberration, bon, qui considère donc comme arbitraire le simple fait de reconnaître la sexuation d'un individu, puisque ça incite à réduire le savoir médical à un arbitraire opprimant. On est exactement dans cette même configuration de dispositifs pervers et de paradoxes permissifs qui, en plus, joue, et je crois que c'est très important pour comprendre la logique psychologique de nos opposants, qui joue sur la culpabilité parce que Sándor Ferenczi nommait le terrorisme de la souffrance. On met en avant la souffrance pour exercer une forme de terreur sur ceux qui ne sont pas d'accord avec nous. Et donc, pour faire à l'institution médicale une injonction paradoxale,
soit l'institution obéit à l'injonction délirante et risque d'y enfermer le patient tout en normalisant le fantasme de toute puissance individuelle, soit l'institution désobéit à cette injonction, mais se fait accuser d'indifférence, de discrimination, voire de transphobie, comme nous le savons tous aujourd'hui. Et donc, je réponds pour conclure à ma question initiale, l'autodétermination est-elle un outil de construction identitaire ? Certes, elle peut être un outil de construction identitaire parmi d'autres, mais elle est alors en même temps un outil de destruction du lien social. Il faut le savoir. Il faut prendre au sérieux la dimension d'agressivité qui est souvent présente dans les revendications de reconnaissance de l'identité de genre. Elles sont à l'opposé d'une soi-disant autodétermination puisqu'elles prétendent contraindre la perception d'autrui. Et donc, on est vraiment dans un dispositif pervers qui nous met en contradiction avec cela même qui nous est demandé. Donc je pense qu'il faut avoir conscience de toutes ces dimensions-là et cesser de se laisser impressionner par l'idée que l'autodétermination de genre serait une bonne chose. D'abord, c'est une chose impossible et par ailleurs, c'est une chose perverse. Merci. Formidable, dans les temps, impressionnant. Et donc, maintenant, nous allons passer à Jean-François Braunstein. Jean-François, c'est à toi. Voilà. Oui, je voulais remercier Jacqueline Eustache-Brignot, Caroline Eliachev et Céline Masson, non seulement pour leur invitation, mais aussi pour leur engagement et leur énergie dans le combat que nous menons tous en ce moment. Alors, je vais vous parler de trois choses principalement, qui sont les raisons pour lesquelles je m'intéresse depuis pas mal d'années à ces questions. D'abord, comme historien de la médecine, ensuite comme philosophe, et enfin comme critique de ce que j'ai appelé la religion woke, dans la mesure où il me semble qu'au cœur de cette idée du wokisme, la question du genre occupe une place centrale. Alors, la première chose, l'histoire de la médecine, je dirais que toutes ces questions d'apparition et de disparition de maladies mentales, c'est ce que l'historien et philosophe des sciences Ian Hacking, un regretté collègue canadien, a étudié largement et il a bien montré comment il y a des maladies mentales transitoires. Il parle par exemple de la dromomanie, les fous voyageurs au début du fin 19e, début 20e, ou des personnalités multiples, etc. Et son idée, c'est que, alors l'idée importante dans son œuvre et qui peut nous être utile pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, c'est l'idée du looping effect of humankind, c'est-à-dire l'idée que les catégories dans les sciences humaines ont ce caractère très particulier de façonner des gens. Façonner des gens, ça ne veut pas dire qu'on les fabrique, hein, on ne construit pas des gens, mais il y a des gens qui souffrent, mais les patients, selon lui, choisissent leur maladie dans le pool de symptômes qui est à leur disposition dans une époque donnée, à une société donnée. Et lorsqu'on fabrique de nouvelles catégories nosographiques, il y a toujours des gens qui s'y reconnaissent. Alors, d'après Hacking, pour comprendre comment émergent ces nouvelles maladies mentales, il y a ce qu'il appelle des niches écologiques, donc toute une série de constitutions, des théories médicales, des institutions, une culture avec des valeurs positives ou négatives, des associations de malades, etc. Ces maladies mentales apparaissent aussi en liaison avec des considérations sociologiques et les réseaux sociaux, par exemple, ça nous fait penser à toutes sortes de choses, ou en rapport avec l'éducation. Et certaines maladies prennent, d'autres pas. Hacking a beaucoup écrit sur une maladie mentale qu'il dit être la première née sur Internet, l'amputomanie, mais se faire amputer d'un membre sain, mais qui n'a jamais vraiment pris fort heureusement. Alors, la conséquence de cela, ce serait de voir qu'on doit faire preuve de prudence, primum non nocere, devraient dire les médecins, s'agissant d'adolescents qui sont exposés très jeunes à des impératifs paradoxaux, comme le fameux « Your gender is what you decide » dans les écoles écossaises à l'âge de 5 ans. C'est l'aspect médical. Mais, deuxième point, il me semble que cette question du genre et de la transition de genre n'est pas seulement une question médicale. Cela ne permet
permettrait pas de comprendre l'immense succès et le véritable enthousiasme qui se lève autour de cette question, qui est à mon avis une nouvelle manière de voir le monde, un éveil nouveau. Effectivement, il est tout à fait inouï d'affirmer que notre identité de genre n'a rien à voir avec notre sexe. Il faut vraiment être très illuminé pour penser à cela. Et je pense que c'est ce qui nous explique que la situation actuelle qu'on pourrait espérer meilleure, voir les rapports d'Hilary Cass, voir les leaks autour de la WPATH, voir les lanceurs d'alerte du Texas Children's Hospital, rien n'est néanmoins joué. Les médecins militants ne changent pas d'avis, ils se disent prêts à entrer en résistance. Et on l'a vu aussi en France quand la loi du Sénat a été évoquée. On ne peut pas, ils n'acceptent pas que l'on leur impose des règles de prudence. Pour illustrer ça, je donnerai la déclaration d'un homme politique progressiste de tout premier plan en France qui affirme « Si c'est votre intime conviction que vous êtes une femme ou un homme, vous avez le droit de l'affirmer contre la réalité des apparences et de votre corps. » C'est un très éminent politique que les Français reconnaîtront. Alors, il me semble qu'il y a effectivement une dimension très importante dimension philosophique dans cette notion de genre. L'idée, c'est que ce qui compte dans notre identité de genre, ce n'est pas notre sexe, notre corps, mais la conscience que l'on a d'être homme, femme ou n'importe quoi d'autre. L'idée est que le corps ne compte pas, que seule une conscience existe, que l'on pourrait à bien des égards assimilé à l'âme. On en arrive à rejouer, si je puis dire, l'antique question des rapports de l'âme et du corps, mais avec ici une séparation radicale, un ultra-dualisme beaucoup plus radical que celui de Descartes, qui s'efforçait de prouver l'union de l'âme et du corps en faisant un détour par l'idée de Dieu. Et plus largement, je dirais même que ce qui caractérise cette question du genre, c'est une disparition progressive de l'idée du corps, une évaporation du corps que l'on voit se produire dans l'histoire du concept de genre, de Monet qui explique que le genre est plus important que le sexe parce que, en bon behavioriste, il pense que la culture est plus importante que la nature, puis Fausto Sterling, le sexe n'existe pas, il y a une infinité de sexes, puis Butler qui récuse explicitement la question de la matérialité du corps. Le corps n'est que le résultat de discours et de pouvoir. Et lorsqu'on lui pose la question de la matérialité du corps, elle dit c'est quelque chose c'est une question condescendante à laquelle elle ne veut pas répondre. Alors, de ce point de vue-là, cette attitude contemporaine à l'égard du corps, cette hostilité à l'égard du corps est très bien illustrée par un texte autobiographique de Foucault où il écrit, il parle de son corps, cette vilaine coquille de ma tête, cette cage que je n'aime pas, dans laquelle il va falloir me montrer et me promener, à travers cette grille qu'il faudra parler, regarder, être regardé, sous cette peau croupir. Mon corps, c'est le lieu sans retour auquel je suis condamné. Ça évoque pour les philosophes, bien sûr, la vieille histoire de Platon dans le Phédon, du corps qui est le tombeau de l'âme, soma, sema, etc. Et on en arrive à cette idée très extraordinaire que le lien entre l'âme et le corps apparaît comme étant purement contingent, l'âme serait tombée dans le mauvais corps, la conscience serait dans le mauvais corps, c'est ce que veut dire le terme très absurde mais qui s'impose largement d'assignation à la naissance, ce qui voudrait dire qu'il y a là un choix social, une décision arbitraire et non pas une simple observation. Et cela sous-entend qu'il y a une contrainte à l'égard de celui à qui ce sexe est assigné. Et donc nous avons d'une certaine manière affaire désormais à de pure conscience qui surfent d'une identité à l'autre sans jamais être contraints ni par un corps, ni par des liens matériels ou sociaux. Pour Butler, par exemple, rien ne nous autorise à penser que les genres devraient s'en tenir au nombre de 2, donc il y a une infinité de genres, et l'idéal, c'est celui de la fluidité de genre. En ce sens, le transgenre est une sorte de héros pour un monde qui est liquide ou fluide complètement. Et le paradoxe est que d'une certaine manière, ces consciences cherchent à trouver une identité qui est une idée totalement vide puisqu'elle n'est liée ni à un corps, le corps n'est même pas un indice indiquant
de quel sexe on pourrait être, ni à une famille, ni à une nation. Le moi profond, le vrai moi que cherche cette théorie du genre, c'est un moi qui est tout à fait vide d'une certaine manière. L'identité de genre profonde, c'est une aporie. Il n'y a pas d'identité de genre profonde. C'est une question que l'on retrouvait dans des débats autour du psychologisme dans les années 1830 en France. Bon, on pourrait penser que la seule identité positive, ce serait une identité victimaire. Et on en arrive à une sorte, effectivement, de solipsisme de masse. Tout le monde n'a conscience que de soi-même, mais c'est une bonne partie de la jeunesse qui marche dans cette histoire. Et évidemment, cela suppose paradoxalement, puisque cette identité est totalement labile, n'existe pas, que l'on demande une reconnaissance officielle, les pronoms, que l'on demande l'assentiment d'autrui. On exige que nous entrions dans ce monde de fiction, comme l'a dit Kathleen Stock. C'est évidemment bon, pour les adultes, quel est le problème? Pour les enfants, c'est une vraie question. Alors, pour conclure sur l'aspect philosophique, évidemment, pourquoi ce refus du corps? Pourquoi cette volonté de se débarrasser du corps? Bon, c'est effectivement l'idée de bloquer la puberté, c'est effectivement refuser de devenir adulte, refuser de grandir, refuser d'engendrer, refuser d'entrer dans l'ordre des générations. Il y a effectivement un refus très profond de la mort et l'idée d'un triomphe absolu de la volonté par rapport à un corps qui nous détermine. C'est une revendication de liberté et de toute puissance qui n'accepte en aucun cas la finitude. Et de ce point de vue-là, ce triomphe de la volonté sur la nature, c'est ce qui fait que beaucoup de médecins, me semble-t-il, marchent dans cette histoire. Bon, j'ai vu le témoignage d'une chirurgienne esthétique qui opère à la chaîne des jeunes filles de 18 ans en leur enlevant leur sein, en leur coupant leur sein, parce que c'est la victoire de la culture sur la nature, c'est le progrès. Et ce problème, alors bon, et ça rapporte beaucoup d'argent aussi, mais c'est une vraie question. Alors, pour conclure, et le dernier point dont je voudrais dire 2 mots, j'espère être à peu près dans les temps, c'est qu'il y a, me semble-t-il, une dimension religieuse dans tout cela. C'est pour ça que j'ai parlé de religion woke. Et l'enthousiasme et le refus du débat en est la preuve. Oula, ouais. 2 minutes, bon, ok, merci. Deux dimensions religieuses. D'abord, une dimension archaïque, une réminiscence archaïque. Cette histoire fait beaucoup penser à la gnose et à cette vieille théorie, cette vieille hérésie chrétienne, selon laquelle, effectivement, le corps, comme le monde, c'est le mal dont il faut essayer de se libérer, soit en effaçant le désir, soit au contraire en le poussant à l'extrême. Il y a d'ailleurs chez les gnostiques toute une série de rêveries autour du dépassement de la différence sexuelle. Le pur humain n'est ni mâle ni femelle dans les écrits gnostiques. Et deuxième écho religieux, beaucoup plus moderne, le transhumanisme. Le transhumanisme, c'est effectivement d'une certaine manière le transgenre. On connaît la phrase de Martin, devenu Martin Rothblatt, industriel californien. Le transgenre, c'est la rampe d'accès au transhumanisme. C'est une vision tout à fait prométhéenne. En attendant de se libérer de la mort, on peut se libérer de ce corps, on peut le transformer à l'envie. Le mépris du corps retrouve le mépris de la viande chez les écrivains transhumanistes ou chez ceux qui veulent effectivement télécharger des consciences sur des puces de silicium. C'est l'idée que l'on peut vraiment s'émanciper de la nécessité, de la nature, du corps. Ce rapprochement étant d'autant plus préoccupant, me semble-t-il, qu'il va dans le même sens que ce que nous proposent les GAFAM avec la virtualisation du monde. Et si ça marche si bien après le Covid, c'est aussi parce que beaucoup de jeunes ont vécu pendant des mois et des mois sur Internet, d'une certaine manière. La seule résistante, d'ailleurs, viendrait peut-être du monde réel, des travailleurs du monde réel dont parlait Christopher Lasch. C'est cette idée, à mon avis, d'émancipation qui fait que les progressistes qui devraient être avec nous sont tout à fait paralysés. Et en conclusion, je dirais simplement que le dernier point que je n'ai pas évoqué, c'est cette question de l'effacement des limites. Il me semble que c'est un point tout à fait essentiel dans toute une série de schémas de pensée actuels. On efface la limite entre l'homme et la femme, on en a parlé aujourd'hui. On efface la limite entre l'homme et l'animal, on pourra en parler un autre jour. On efface le caractère tragique de la mort, c'est l'enthousiasme pour l'euthanasie qui est là aussi quelque chose de tout à fait étonnant. C'est alors, cet effacement des limites, c'est effectivement
la perte de tonus, si je puis dire, de l'homme occidental, qui ne se trouve plus confronté à des limites qu'il peut déplacer, avec lesquelles il peut jouer, qu'il peut contester. Il n'y a plus de limites. Alors le problème, c'est évidemment que c'est le problème de l'homme occidental, et le monde entier regarde cette baisse de tonus de notre monde avec effroi, effarement ou désir de nous attaquer. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Jean-François. Alors, nous allons passer à Jean-Pierre Lévrand. Voilà, ça y est? Bon, merci. Je vais évidemment rééditer les remerciements, je ne vais pas le refaire, mais je voudrais le faire surtout à l'égard de Madame Jacqueline Eustache-Brignot, parce que je vous remercie beaucoup, comme vous l'avez dit dans votre introduction, de prendre la mesure de ce qu'il s'agit d'un problème de société extrêmement important qui est en train de se jouer là actuellement, de Belgique. Je suis un peu plus à l'aise que vous, je ne suis pas dans la catastrophe des 8-15 jours qui arrivent, mais en attendant, nous sommes aussi pris dans les mêmes difficultés. Mais merci de l'amener à ce niveau-là, parce que c'est vraiment comme ça que nous pouvons, je crois, avancer un peu. Alors, je pense qu'on ne peut comprendre toute cette affaire de transgenre et d'autres choses aujourd'hui qui se passent que si on se met dans une certaine durée. Il faut dire qu'il y a plus d'un demi-siècle, il y a quelque chose qui a vraiment changé, à savoir que la conception que l'on avait d'un monde pyramidal, d'un monde organisé avec un sommet, c'est-à-dire d'un monde organisé sur le modèle religieux, en fin de compte, avec la place de Dieu au-dessus ou de celui qui le représentait, qui est passé aujourd'hui à un monde plutôt réticulaire, horizontal, qui se veut égalitaire. Cette dynamique, elle a fonctionné, ça a basculé. Il y a eu cette bascule qui s'est passée. Et la conséquence de cela, si on veut bien une minute s'en apercevoir, c'est qu'en toute logique, toute verticalité est devenue insupportable. Toute verticalité, toute dissymétrie est devenue inacceptable. Or, ce n'est pas négatif ce qu'on a voulu faire là, parce que ça servait entre autres à l'égalité homme-femme, qui a quand même pu servir à tout à fait aller dans ce sens-là. C'était aussi ce qui a permis de développer davantage la singularité d'un chacun. C'est ça qui aurait dû fonctionner. Bon. Et je pense qu'il faut d'abord entendre le côté positif de ce vœu de société de changement, mais probablement qu'on n'a pas pris la mesure de ce que ça allait impliquer. Ça, c'est là-dessus que je voudrais, moi, travailler un peu avec vous. Mais ce mouvement vers l'égalité, plus davantage, toujours plus, avait introduit qu'il y a du coup une perte de légitimité à tout qui exerce une fonction qui soit précisément celle d'être dissymétrique par rapport à l'ensemble. C'est-à-dire celui de l'instituteur dans sa classe, celui du directeur d'école dans son école, celui du politique dans le politique, celui du père de famille dans la famille, à tous les niveaux. Tous ceux qui avaient cette légitimité de cette pyramide pour pouvoir s'en revendiquer et imposer certaines choses se retrouvent complètement contestés. Mais la contestation, c'est même beaucoup plus que ça. Parce que petit à petit, cette légitimité donnée à toute contestation en est venue à faire se transformer la question de la contestation en une récusation. Et ce n'est pas la même chose, contester ou récuser. Je pense qu'il faut entendre les jeunes aujourd'hui qui se trouvent souvent dans une position non plus, comme nous l'avons été de notre temps, contestataire à l'égard de la génération du dessus, ce qui avait tout à fait sa logique, mais au contraire en légitimité de pouvoir récuser ce qui vient de toute une position dissymétrique. C'est-à-dire de devoir dire d'emblée « j'en ai rien à cirer de cette affaire-là, ça ne me concerne plus ». Et je pense que c'est dans ce dispositif-là que nous nous trouvons aujourd'hui avec beaucoup de jeunes. Et ceci pour dire que dans le monde d'hier, on peut le dire simplement, mais il me semble que je trouve qu'on peut entendre que, au fond, père et mère se répartissaient deux modèles d'amour, on pourrait dire comme ça. L'un, c'était l'amour sans condition,
c'était plutôt le propre du maternel. Je caricature, évidemment. Hein. Mais c'était l'enfant tel qu'il était, voilà. Et il y avait du côté du père un amour sous condition. Sous condition de quoi? Mais sous condition, justement, qu'il fasse, qu'il assume, qu'il intègre les règles qui lui permettent de prendre une place dans le discours social. Bon. C'était ça, les conditions. Eh bien, c'est même tellement vrai, ces deux rôles-là, qu'aujourd'hui, les femmes qui élèvent seules leurs enfants, ces enfants, une femme disent très souvent, on l'entend tout le temps, je dois jouer les deux rôles. Ce qui prouve bien qu'on a deux positions qu'il nous faut tenir. À la fois un amour sous condition et un amour sans condition. Les deux sont nécessaires à l'enfant. Le problème, c'est qu'avec ce que je viens de vous décrire de mouvement général, l'amour sous condition est tout à fait discrédité. Il n'a plus de légitimité, celui-là. Et c'est d'ailleurs ce qui fait que beaucoup de pères aujourd'hui se retrouvent en grande difficulté de savoir comment ils doivent être pères. Ils ne savent plus très bien eux-mêmes, tellement c'est difficile. Ils se rejoignent parfois de revenir une mère bis, mais ce n'est pas ça non plus la fonction paternelle, donc ils sont en recherche et c'est compliqué. Eh bien, précisément, je pense que c'est ça qu'il faut entendre, c'est que nous sommes peut-être du coup, la première, ce qui est mon hypothèse, je vous la propose, la première société au monde, depuis que le monde existe, à ne plus mettre le fait de grandir au programme de la société pour l'enfant. C'est-à-dire quoi grandir? Mais grandir, ça veut simplement dire consentir à ce qui a déjà été développé ici avant, consentir à renoncer, à faire le deuil du tout possible. C'est ça qui est le grandir. C'est simplement, c'est renoncer à sa toute-puissance infantile, qui est important qu'elle se développe, mais il faut aussi qu'on y mette fin, qu'il soit mis fin. Mais aujourd'hui, où aller chercher la légitimité pour pouvoir y mettre fin, puisque dès que vous vous retournez vers cette position d'extériorité, de supériorité, de dissymétrie, elle est d'office désavouée dans l'implicite du sociétal tel qu'il se perçoit aujourd'hui. Comme si le tout possible était même encore possible. Il est évident que le sexe de départ, il est évident que l'histoire qui est la sienne, les parents que l'on a, la langue dans laquelle ils nous ont éduqués, toute une série de choses, eh ben, nous ne saurons pas les changer. C'est une réalité avec laquelle il faut faire, et c'est même ça tout le trajet de l'enfant, c'est d'avoir à grandir, c'est d'arriver avec des choses très différentes d'ailleurs, très inégales, d'arriver à pouvoir se trouver sa place à soi dans cet ensemble du monde. Ce vœu d'égalité qui est donc venu délégitimer toute autorité, parce qu'il est interprété d'emblée comme une domination, du coup, il permet aussi quelque chose de très embarrassant, c'est qu'il permet la confusion qu'il y a à faire entre les interdits répressifs et des interdits structurants. Il y a des interdits qui sont nécessaires parce qu'ils structurent l'enfant et l'adolescent. Ils vont l'aider à se structurer. Il faut qu'il renonce, le fameux DIP, tout ce que vous voulez, peu importe, on peut le dire de plusieurs façons, mais il y a un interdit d'inceste, il y a un interdit qui doit se... Mais si tout interdit est lu comme répressif à l'égard de la singularité, il n'a évidemment plus de légitimité pour être posé. Et donc, du coup, on a aujourd'hui une société où, effectivement, il est interdit d'interdire. Ça réalise un vœu ancien, mais qui est tout à fait à l'œuvre, parce que précisément, c'est quelque chose qui aujourd'hui n'a plus sa place. J'ai toujours en tête, moi, la façon dont un enseignant, mon premier instituteur, avait l'art de dire ce qu'il disait. C'est évidemment un peu vieux, hein, vous imaginez bien, mais avait l'art de dire cette phrase que je trouvais très, très indicatrice, « Je ne veux voir qu'une seule tête », quand il demandait qu'il y ait une mise en rang. C'est joli parce qu'il voulait un rang bien droit, c'est son droit, mais ça veut aussi dire je ne veux voir qu'une seule tête, vous devez tous être dans la même tête. Eh bien, c'est ça qui a explosé. Aujourd'hui, on veut qu'il y ait à chacun sa tête. Oui, c'est tout à fait légitime, ça a vraiment sa portée intéressante, à la condition de ne pas penser que le à chacun sa tête vient nier qu'il est toujours aussi pertinent qu'il faut ne voir qu'une seule tête. Il faut au moins qu'on ait toutes la même pour pouvoir discuter, échanger ensemble. C'est vrai qu'on a construit de la même façon. Eh bien, ça, aujourd'hui, c'est complètement battu en brèche au profit de cette volonté extrêmement espérant, peut-être, de faire qu'on survalorise l'individualité d'un chacun. Et il me semble que c'est quelque chose qui est vraiment l'enjeu. Et c'est pour ça que je vous remercie en plus, comme je disais tout à l'heure, de l'avoir mis au programme
d'une société, de la réflexion politique en quelque sorte, parce que l'enjeu est celui-là. Comment allons-nous, puisqu'on vient de rompre l'équilibre qu'il y a entre les exigences individuelles et les exigences civilisationnelles, on vient de casser la façon dont l'équilibre a mis pendant des siècles il a fonctionné. Ça n'est pas d'office nul, ça peut être tout à fait intéressant, mais encore faut-il se rendre compte que ça a des conséquences sur l'éducation elle-même, et que si ça n'est pas pris en charge à cet endroit-là, ça risque d'aboutir à des valorisations de l'autodétermination, par exemple, et donc du coup de rendre de plus en plus impossible pour l'enfant, pour un enfant, de devoir supporter ces règles qui vont lui être mises. Et nous avons aujourd'hui, je crois, à tous les niveaux, une montée de gens dont on n'est pas sûr qu'ils perçoivent toujours qu'ils sont impliqués. Oui, je vais m'arrêter, c'est juste. Merci. Donc, qu'ils perçoivent que c'est vraiment le caractère, la précédence du social est en eux. Eh bien non, elle ne l'est plus. Avec cette mutation, cet renversement que je viens d'opérer, ils n'ont plus à l'intérieur d'eux-mêmes, d'office, la perception qu'ils sont membres d'une collectivité. Il va donc falloir réarticuler tout ça, remettre ça en jeu pour que ce soit possible. Et c'est, je crois, le travail que nous avons à faire. Je termine simplement par une phrase de Freud que je trouve remarquable à cet égard, et lourde aussi. C'est quand il dit dans Malaise dans la civilisation, une bonne partie des luttes de l'humanité se concentre autour d'une unique tâche. Trouver un équilibre approprié, c'est-à-dire satisfaisant, entre les revendications individuelles et les exigences civilisationnelles de la collectivité. Savoir si telle organisation de la civilisation parviendra à instaurer ces équilibres ou si le conflit restera insoluble est un problème où se joue le sort de l'humanité. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Jean-Pierre Legrand. Nous allons passer maintenant à Jean-Louis Ranchon. Merci à Céline et Caroline d'avoir permis à un professeur de droit d'être parmi vous. Et merci, madame, de nous accueillir dans ce magnifique cénacle. Alors, effectivement, Céline et Caroline m'ont demandé de dire quelques mots du droit. Alors, je pourrais parler évidemment de beaucoup de choses qui se passent avec le droit pour l'instant. J'y travaille d'ailleurs depuis 45 ans en tant que professeur de droit. Qu'est-ce qui s'est passé dans le droit des personnes et de la famille ? Et je voudrais d'abord rappeler, peut-être parce que ça me permet d'être liés les uns aux autres, que le droit est lui aussi un système de sens. C'est lui aussi un langage. Ce qui le spécifie, c'est qu'il norme, il dit la norme, il prescrit. Mais en même temps, il nomme, il donne du sens au réel. Et c'est en ce sens-là que la réflexion d'un juriste rejoint exactement toutes les vôtres et qu'il n'y a pas moyen de ne pas penser le droit dans une perspective pluridisciplinaire. Alors, ce n'est sans doute pas le seul langage ou le seul discours qui norme. Il y a l'éthique, M. le professeur Sicard, qui effectivement contribue aussi à donner du sens. Et il y a les usages. Et parmi les usages, il y avait les bonnes mœurs qu'on a fait disparaître maintenant de notre code civil. Il y a les traditions sociales. Mais la norme juridique, elle a cette caractéristique d'être obligatoire. Et elle est obligatoire pour tous. Elle crée donc du commun. Alors, parce que je devais choisir un exemple de l'évolution de notre système juridique, et comme nous sommes dans un contexte bien spécifique aujourd'hui, je vais essayer de voir avec vous ce qui s'est passé dans la manière dont le droit a désormais nommé le sexe. C'est-à-dire nommé les hommes et les femmes, c'est-à-dire les garçons et les filles. Et l'évolution qui s'est produite, c'est qu'à mes yeux, il a à ce niveau-là effectivement introduit, pour reprendre l'expression de Judith Butler, il a introduit du trouble, il a introduit de la confusion. Ce n'est pas pour rien dès lors que nos enfants et nos adolescents ne s'y retrouvent pas.
Alors, je vais me baser sur l'évolution du droit belge, mais c'est spécifique au droit belge peut-être, mais ça rejoint toutes les évolutions qui sont en train de se produire en Occident, la loi espagnole d'il y a 1 an, et probablement la loi que vous allez peut-être adopter en France, encore que votre loi de 2016 n'est pas très éloignée de la loi belge de 2017. Ce qui est toujours impressionnant pour ce qui me concerne, c'est de voir à quelle rapidité cela se fait. Parce que nous avons eu une première loi sur qu'on appelait le changement de sexe en 2007, et puis il y a eu la seconde loi en 2017, donc cela s'est opéré en 10 années de temps. Mais d'abord, je rappelle, parce que ça permet de revenir à ce que vous nous disiez, Madame la sénatrice, d'abord que pour le droit, le sexe, c'est le sexe biologique. Lorsque, dans votre acte de naissance, on vous mentionne votre sexe, et c'est le droit qui impose cette nomination, c'est le sexe biologique, c'est les médecins d'ailleurs qui adressent à l'officier d'état civil le certificat qui leur permettra de dire si c'est un garçon ou une fille. Et d'ailleurs, n'oubliez pas que ça correspond quand même à ce que chacun de nous pose, n'est-ce pas, à nos enfants ou à nos petits-enfants quand ils vont donner naissance à un enfant. Est-ce que c'est un garçon ou une fille? C'est spontanément encore la première question qu'on se pose. Eh bien, le droit est en accord avec ce que spontanément on se demande. Alors, ce qui s'est passé dans un premier temps, c'est la loi de 2007, et cela, nous avons fait, nous juristes, en tant que professeur de droit, j'expliquais à mes étudiants ce que les médecins nous expliquaient, parce que je n'avais rien d'autre à expliquer que cela, c'est qu'il y avait un certain nombre de personnes qui souffraient et qui venaient les consulter de ce qu'on appelait encore à l'époque un syndrome médical, c'est-à-dire qu'on l'avait identifié sous le nom de transsexualisme, des personnes pour qui il était insupportable, et c'était une souffrance intense, insupportable de vivre avec leur corps féminin et leur corps masculin, et ils formulaient aux médecins une demande pressante de changer de corps, y compris avec les conséquences qui en résulteraient sur leur sexualité et sur leur capacité à procréer. Et cette souffrance, qui a priori était présentée comme totalement déterminante, ils la subissaient, c'était quelque chose qu'ils vivaient à leur insu, c'était donc particulièrement respectable, ça méritait particulièrement d'être entendu, d'être pris en charge. Eh bien, cette souffrance, impliquait que les médecins allaient leur permettre de changer de corps, de changer bien sûr partiellement de corps, mais en tout cas d'y apporter des modifications anatomiques et morphologiques, ce qu'on a appelé, y compris dans la législation belge, une réassignation sexuelle. On aurait plutôt dire une réassignation sexuée, parce que cela portait même sur le sexe, sur le corps de l'être humain. Il changeait en quelque sorte de corps. Alors qu'en 2007, le législateur belge, et je dois dire qu'en tant que professeur de droit, j'estimais que c'était parfaitement légitime si les médecins avaient contribué à changer le corps d'une personne et qu'en conscience, n'est-ce pas, après d'ailleurs un très long parcours qui était accompagné, je dirais, de l'intervention d'un psychiatre et d'une période qu'on appelait de vérification du réel en quelque sorte, eh bien, si à ce moment-là, le législateur belge se dit je vais faire droit aussi sur le plan juridique à leur demande, je vais donc accepter de changer dans leur acte de naissance le sexe qui y est mentionné. C'est pour ça qu'on parlait de changement de sexe. Cela ne paraissait pas, comment dirais-je, quelque chose d'inquiétant, et au contraire, cela faisait partie de ce que dans une démocratie, on considère comme étant le respect de la personne humaine et de ses singularités. Et puis est arrivé, et c'est là qu'effectivement je vais me permettre de parler de trouble ou de confusion, et puis est arrivé, n'est-ce pas, ce qui nous a fait progressivement entremêler les notions de genre et de sexe. Et on a fait, notre droit a fait que le genre devienne le sexe. Cela, c'est cette révolution absolument imperceptible au moment où on avait accepté que des personnes qui changent de corps puissent effectivement changer de sexe. Mais on a accepté que sans changer de corps, la simple représentation de soi-même pourrait déterminer le sexe. Parce que le genre porte bien son nom. Le genre, c'est ce qu'on se représente. C'est l'image qu'on se fait. C'est on dit aujourd'hui, son ressenti. Il a tel genre, hein, ou il a, d'une manière générale, pour tout quiconque, il a bon genre, ou on dit parfois aussi qu'il a mauvais genre. Bon, mais alors, la notion de genre, qui est une notion générale, qui s'applique par rapport à tout ce qui existe dans l'humain et dans la nature, n'est-ce pas ? Eh bien, appliquée aux hommes et aux femmes, appliquée au masculin et au féminin, le genre, c'est dans une perspective sociale les représentations qu'on se fait
du masculin et du féminin. Et d'ailleurs, les études de genre sont celles qui ont mis en évidence que les représentations qu'on se faisait du féminin conduisaient à une domination des femmes par les hommes. Et cela a été certainement des études tout à fait utiles et précieuses pour l'émancipation des femmes. Mais dans une perspective individuelle, le genre, transposé à l'individu, le genre, c'est l'image qu'un individu se fait pour lui-même de sa partie masculine, de sa partie féminine, de sa partie davantage masculine que féminine, c'est-à-dire sa propre représentation du masculin et du féminin. Et on peut évidemment comprendre que dans une société démocratique, on laisse à chacun une certaine liberté par rapport à son identité de genre. On n'est plus dans une société qui impose à chacun de se conformer à nécessairement un modèle. Cela étant, en laissant à chacun la liberté de définir son identité de genre, il faut reconnaître, et là j'en terminerai par un petit mot pour les enfants, n'est-ce pas, ça devient plus compliqué, mais la liberté c'est toujours plus compliqué que quelque chose qui nous est donné une fois pour toutes à tous. Mais la revendication qui a été exprimée à partir de ce moment-là, et c'est celle à laquelle notre système juridique a fait droit, c'est qu'on fasse de cette liberté de créer son propre genre, sa propre identité de genre, d'en faire son sexe, qui deviendrait son sexe officiel, celui qu'on maintiendrait, celui qu'on inscrirait dans l'acte de naissance de la personne, qui contribuerait donc à faire son identité juridique. Donc, ce libre ressenti qui n'a alors, a-t-on dit, plus rien à voir avec un syndrome médical, qu'il y a à démédicaliser, il n'y a plus à produire de certificat médical, il n'y a plus à expliquer quoi que ce soit, n'est-ce pas, que la médecine expliquerait. Eh bien, cette liberté, ce ressenti, eh bien, on peut le considérer désormais comme le sexe de la personne. Et en quelque sorte, c'est pour ça que j'ai parlé de la loi de 2007, on a transposé à une situation qui, à mes yeux, est quand même très, très différente, n'est-ce pas, une personne qui ne change pas de corps, n'est-ce pas, et qui vient simplement dire « mais c'est ma liberté, c'est mon choix de déterminer quelle est mon identité de genre », on a transposé la procédure de changement de sexe, c'est-à-dire qu'elle peut tout autant venir déclarer, sans certificat médical, eh bien que désormais son sexe n'est plus celui, comme on dit, qui lui a été assigné à la naissance. Alors mes collègues juristes ont recouru à un subterfuge, parce que j'emploie le mot subterfuge pour me faire comprendre, parce qu'en termes juridiques, on appelle ça une fiction. Hein. Ils ont recouru à une fiction qui serait que désormais, on devrait parler du sexe juridique. Le sexe juridique qui n'aurait plus rien à voir avec le sexe biologique. Donc on a en quelque sorte modifié la notion juridique du sexe par rapport à ce qu'a priori le sexe est pour chacun de nous à la naissance. Mais si on y réfléchit bien, c'est plus exactement qu'il y a désormais deux notions du sexe. Il y a le sexe biologique et il y a le sexe juridique. Et dans un certain nombre de situations, ils ne correspondraient plus et même ils s'opposeraient l'un à l'autre. Avec toutes les difficultés alors qui vont en résulter pour notre société. Et d'une certaine façon, en ayant considéré que le sexe juridique pourrait ne plus rien avoir avec le sexe biologique, eh bien, on assiste à ce que, et c'est là que je rejoins un peu des termes du langage psychanalytique, on assiste quand même à un refoulé du réel, parce qu'il réapparaît dans toute une série de problématiques juridiques. Et notamment, alors les premières problématiques, ce sont celles qui concernent les femmes, n'est-ce pas? Parce que fait-on d'un homme qui est resté homme biologiquement, mais qui a acquis le sexe juridique d'être une femme et qui vient dire aux femmes « je suis une femme ». Bon, et par exemple, je participe à vos compétitions sportives, n'est-ce pas? Et ce serait, à partir du moment où on crée la notion de sexe juridique, ils peuvent même prétendre que leur interdire de participer à une compétition féminine, c'est une discrimination, puisqu'ils sont une femme, et dès lors, on les discrimine si on leur interdit. Alors, je ne vais pas parler de ce problème-là, parce que ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais enfin, ça vous montre quand même que le retour, ce que j'appelle le retour du refoulé, en quelque sorte, n'est-ce pas, que le droit a lui-même produit, eh bien, crée de nouvelles difficultés juridiques qu'on ne sait pas comment résoudre. Mais je termine en parlant des enfants, puisque c'est quand même le sujet de notre réunion d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Quelles sont les conséquences qui en résultent par rapport à nos enfants? Eh bien, la première conséquence, c'est que pour un certain nombre d'enfants, ceux qui vont naître de ces personnes qui sont d'un sexe biologique, mais qu'on a qualifié d'un sexe juridique différent, on brouille les cartes de l'identité, on brouille les cartes d'abord des règles relatives à la filiation, mais on brouille les cartes des repères identitaires de ces enfants. Si une femme dont le sexe biologique est celui d'une femme, acquiert le sexe juridique d'un homme,
mais porte un enfant, accouche d'un enfant, est-ce que c'est une femme ou c'est un homme? Alors, pour l'instant, le droit belge a continué à dire « Attendez, là, on ne peut quand même pas aller trop loin, ça reste une femme. Ça reste une femme et donc on appliquera les règles de la filiation maternelle et on la qualifiera de mère. » Et c'est ce que le droit allemand a fait aussi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une femme devenue homme qui avait accouché en quelque sorte d'un enfant, je dis en quelque sorte parce qu'elle a biologiquement accouché, évidemment sur le plan des représentations, une petite hésitation, mais qui avait donc accouché d'un enfant, n'est-ce pas, a demandé aux autorités allemandes de le présenter dans l'acte de naissance de l'enfant comme le père, en demandant par ailleurs aussi d'ailleurs qu'on n'indique pas le sexe de l'enfant, puisque désormais ce sera à l'enfant à déterminer un jour son sexe. Bon. Et il a porté un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme. Et non, oui, je suis désolé de vous faire rire parce que quelque part, c'est évidemment très. Moi, je n'emploie pas encore le mot de tragique, mais c'est très problématique. Le droit s'en mêle lui-même dans ce que j'ai appelé des confusions. Et là, la Cour européenne des droits de l'homme, qui avait pourtant promu le droit à l'autodétermination, eh bien, est venue mettre une balise. Et je trouve que c'est intéressant ce qu'elle a dit, n'est-ce pas, parce qu'elle a finalement refusé le recours de ce monsieur, et elle a dit qu'il fallait aussi ménager dans la législation l'intérêt de l'enfant à faire l'objet, dès sa naissance, d'un rattachement juridique stable, fondé sur les fonctions dans le cadre de la procréation biologique à une mère et à un père. Et donc, elle a, en quelque sorte, légitimé la législation allemande. Et je termine en disant que si donc, pour certains enfants, il y a un risque qu'on vienne brouiller les cartes, d'une certaine façon, il y a aussi un risque en faisant du genre le sexe qu'on brouille pour tous les enfants. Pour tous les enfants, les repères du réel. Si dès qu'on ressent une identité de genre féminine, c'est qu'on est une fille, comme on nous le présente parfois aujourd'hui, si c'est à chacun de déterminer son sexe, après avoir déterminé son genre, cela devient très compliqué pour nos enfants. Et ce sont probablement à cette difficulté-là que le droit a en partie contribué, même si ce n'est pas l'élément seul déterminant, mais il y a donc à réfléchir aussi sur la place du droit par rapport à toutes ces questions. Je vous remercie. Merci beaucoup. Bon, alors, je ne sais pas vous, mais moi, je retrouve quand même une ligne directrice dans toutes les présentations qu'on vient d'entendre. Nathalie nous parlait du Brice, Jean-François nous parlait du déni de la finitude, Jean-Louis nous parlait en fait des problèmes par rapport à la liberté, et Jean-Pierre nous parlait aussi de l'incapacité à faire des renoncements. Et ça m'a fait penser à cette considération qu'à la base a été faite par l'économiste Thomas Sowell, mais après ça a été repris par les psychologues Steven Pinker, les philosophes Michael Shermer, qu'il y aurait deux visions de l'humanité, une vision utopique et une vision réaliste. La vision utopique, croyant qu'on peut tout faire de nous-mêmes, la vision réaliste étant consciente des limites des êtres humains. Et c'est intéressant parce que les limites, rencontrer les limites, c'est qu'une époque qu'on appelait grandir. Donc du coup, ma question pour vous tous, ça serait, et ayant été posé les diagnostics assez sombres, est-ce que vous serez décidé pour, en fait, comment pourrait l'enfant grandir dans une société qui, clairement, elle-même, elle ne veut pas grandir? Je ne crois pas que ça sera possible de répondre dans le temps dévolu, mais je voulais juste faire une petite remarque qui rebondit sur l'intervention de Jean-Pierre Lebrun. On célèbre, si on peut dire, on commémore aujourd'hui l'anniversaire des émeutes de juin 2023 en banlieue, suite à la mort du jeune Naël. Jeune, ça veut dire qu'il était mineur, hein, donc on est
dans ce qui nous préoccupe aujourd'hui ici. J'avais été auditionnée dans le cadre d'une commission sénatoriale, Madame Eustache-Brinio s'en souvient, et je n'avais pas lu à l'époque ce que j'ai lu ces jours-ci dans les journaux concernant la mère de Naël, qui a été longuement interrogée, et qui est donc une mère célibataire, donc elle a élevé seule son fils, et elle dit dans l'entretien, c'était merveilleux, nous avions un rapport totalement fusionnel. Bon, on est vraiment dans l'amour sans condition qui était évoqué ici, et dans une absence totale d'amour sous condition. On voit ce que ça donne, ça donne un paradoxe permissif, c'est-à-dire que cette mère qui probablement a tout accepté, incite l'enfant à aller toujours plus loin dans l'épreuve des limites qui lui fait sentir qu'il est lui-même et pas sa mère. Et ça aboutit à cette chose affreuse qui est donc une transgression majeure de la loi et une bavure policière, comme on dit, qui aboutit à sa mort. Et cette mort aboutit à un embrasement absolument catastrophique des banlieues dont on a aujourd'hui encore les conséquences. C'est simplement pour illustrer à quel point cette question est fondamentale, à cette question emporte des enjeux énormes, et je pense que c'est la justification du fait que nous soyons aujourd'hui au Sénat, grâce à Madame Eustache-Brinio, pour essayer de trouver des solutions, mais malheureusement, je n'ai pas de réponse sur les solutions à trouver pour le moment. Voilà. Vas-y. Je veux simplement dire que vous formulez très bien la question. C'est comment allons-nous collectivement parce qu'au fond, il y a deux nouveautés avec cette affaire du transgenre. La première, c'est des possibilités chirurgicales et endocrinologiques surtout qui interviennent, puisque ça peut subvertir le déroulement spontané de la puberté. Et une deuxième chose qui est inédite dans cette histoire, c'est le statut que donne à tout ça le discours social qui est en place. Et là, nous avons quelque chose d'inédit sur lequel nous devons travailler, et c'est pour ça que je trouve que la question du politique est bel et bien présente ici, de manière très importante. C'est comment allons-nous redonner de la place à la limite, justement, vous l'avez longuement répété, c'était le titre d'un livre il y a 25 ans, Un monde sans limite. Eh bien, nous y sommes, et nous voyons surtout les effets, qui sont plutôt immondes. Oui, éventuellement, oui. Juste, il y a un sentiment chez l'enfant de toute puissance dans cette histoire, puisque effectivement, il va faire céder d'abord ses parents, ensuite l'école, ensuite l'État. Et bon, on le voit très bien. Je crois que Blanquer n'a pas trop aimé mon livre, mais parce que effectivement, je pense que la circulaire Blanquer faisait entrer l'idée qu'un enfant qui veut imposer sa volonté l'impose à l'État. Le ministre accepte le changement de genre de cette manière. Alors, je n'ai pas du tout de solution à apporter. En revanche, je crois que c'est une vieille histoire parce que moi, j'ai pensé beaucoup ce matin en vous écoutant à un très beau texte de Hegel qui critiquait ce qu'il appelle la pédagogie par le jeu, c'est-à-dire la pédagogie qui ne veut pas que l'enfant grandisse, qui fait en sorte que l'enfant reste toujours dans son enfance. Alors bon, à l'époque, l'État prussien quand même était présent, mais l'attaque avait commencé. Et malheureusement, je vois effectivement que le réveil risque d'être brutal. Et quand on parle de tout ça avec des psychanalystes, moi, il m'arrive souvent qu'ils me disent, bon, ben, si c'est ce qu'on cherche, on va avoir un maître très sévère. Bon, enfin, donc, je suis un peu pessimiste. Je me demande si on y échappera. Alors, un tout petit mot, pas pour répondre à votre question, mais un tout petit mot sur la Convention relative aux droits de l'enfant, puisqu'on a parlé d'autodétermination. Alors, la Convention des droits de l'enfant n'implique pas l'autodétermination de l'enfant. C'est une convention équilibrée qui a été rédigée en 89, qui a été ratifiée par tous les États du monde, qui est une convention internationale qui s'adresse aux États. Elle génère des obligations à l'égard des États. Donc, il faut plutôt interpréter la Convention relative aux droits de l'enfant. D'ailleurs, c'est ce que votre déléguée aux droits de l'enfant, Mme Brisset, avait expliqué au moment de l'adoption de la Convention, c'est que c'est une convention qui s'adresse aux adultes et qui génère ou qui implique leurs devoirs à l'égard des enfants. Et ces devoirs sont exprimés sous la forme de ce que les enfants peuvent attendre des adultes. Ça n'implique pas en soi
que l'enfant s'autodétermine. Au contraire, l'article 5 implique que les États doivent reconnaître la responsabilité première de la famille pour, n'est-ce pas, encadrer l'enfant. Et alors là, c'est là qu'il y a une dimension autonomiste, le conduire petit à petit vers l'autonomie. C'est-à-dire, c'est ça la construction dont on a parlé pour l'instant. Mais, et c'est là qu'évidemment, le droit lui-même est embarqué dans des discours sociaux qu'il ne maîtrise même plus tout à fait, on donne maintenant à cette convention une interprétation qui, évidemment, je n'étais pas là au moment des discussions en 1989, mais une interprétation qui, à mon avis, ne correspond pas à l'équilibre qui avait été inscrit dans cette convention. Et à cet égard-là, alors cela, c'est une des difficultés aujourd'hui pour le droit, à cet égard-là, il y a un comité des droits de l'enfant qui a été institué au sein de l'ONU et qui élabore au fur et à mesure des observations, des recommandations à propos des droits. Et là, c'est là qu'on perçoit, n'est-ce pas, le glissement progressif par des experts. Ce ne sont pas les législateurs, ce n'est a priori pas du droit, ce sont des recommandations qui sont faites aux États, mais là, dans ces observations, on perçoit effectivement, petit à petit, l'intrusion de cette idéologie de l'autodétermination de l'enfant. Mais donc, le droit, à l'origine, n'avait pas pris cette option de l'autodétermination de l'enfant. Nathalie? Juste un petit mot, puisque cette convention s'adresse aux adultes, pourquoi ne pas l'avoir intitulée la convention sur les devoirs envers les enfants? Pourquoi avoir utilisé ce mot de droit de l'enfant qui opère un glissement sémantique, mais aussi un glissement cognitif dans les consciences? C'est exactement la même chose avec les droits de la nature. On voudrait attribuer des droits aux fleuves et aux arbres, alors que nous avons simplement des devoirs envers la nature. Ça opère aussi un glissement entre la notion de droit-liberté et la notion de droit-créance, c'est-à-dire qu'on arrive dans une question de revendication. Ça veut dire aussi que les mineurs, ne pouvant pas eux-mêmes juridiquement présenter leurs revendications, elles le sont via des représentants auto-institués qui sont en général des militants, qui vont s'instituer représentants des droits des enfants. Donc ça aboutit à toute une série de dérives, simplement parce qu'on s'est trompé de mots, et qu'au lieu de faire une convention des devoirs envers l'enfant, on a fait une convention des droits de l'enfant. Merci beaucoup. On va finir là. Merci.